Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. Dans la volonté politique et le courage politique qu'ils doivent avoir, puis avancer avec nous, à monter, puis à faire cette étape-là importante pour nos relations futures. La Cour suprême du Canada en faveur à l'autonomie gouvernementale en matière des services à l'enfance et à la famille des Autochtones. Qui ont commencé à nous faire des choses comme la violence physique, verbale ou psychologique. Parce qu'on nous traitait comme des enfants sauvages. Un juge de la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif au nom des survivants qui ont fréquenté des écoles du jour. En entrevue, Cindy Wild, professeure de l'Université d'Ottawa. Quoi? Bonjour, je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Vendredi dernier a marqué un jour historique pour les Autochtones au Canada. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande du procureur général du Québec de contester la constitutionnalité de la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Voici ce que j'ai préparé pour vous. C'est l'euphorie lors de l'annonce de la décision de la Cour suprême. Plusieurs membres de la communauté d'Obidjouan et surtout des femmes ont fait le voyage jusqu'à Ottawa. Pour le chef Jean-Claude Mégouche, une énorme pression est tombée de ses épaules. La Cour suprême du Canada a décidé à l'unanimité l'affirmation à l'autonomie gouvernementale en matière des services à l'enfance et à la famille. Quant à la question de la province de Québec, la réponse est la suivante. Non. Après tant d'obstacles, elle célèbre. Car plusieurs enfants dans le passé ont perdu leur identité, leur langue et leur culture dans le système de protection à l'enfance. En conférence de presse, le chef du Conseil des Atikamekw d'Obidjouan déclare de notre loi qui est rentrée en vigueur en janvier 2022. Depuis ce moment, on a rencontré beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés à mettre en œuvre notre loi. Le Québec a contesté cette loi afin de remettre en cause la législation fédérale C-92, autorisant l'autonomie des Autochtones en matière de services de protection à l'enfance. Quelques chefs ont fait le voyage également, dont le chef Lucien Wabanonik du Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon. Dans la volonté politique et le courage politique qu'ils doivent avoir, puis avancer avec nous, à monter, puis à faire cette étape-là importante pour nos relations futures. Le ministre responsable aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yana Frenière, a refusé la demande d'entrevue d'APTN. Mais sur les réseaux sociaux, il déclare « Maintenant que la question constitutionnelle a été clarifiée, travaillons ensemble. » Ce qu'il faut préciser, c'est que... Le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, Ghislain Picard, explique qu'il y a eu une perte de temps dans les tribunaux pour enfin commencer les travaux. Il ajoute qu'il est maintenant le temps de s'asseoir à une table pour la co-construction pour les enfants. Pour nous, c'est clairement un prétexte de finalement limiter la capacité de nos propres gouvernements d'exercer une compétence qu'elles n'ont jamais déléguée à qui que ce soit. Et aux droits des enfants. Dans un courriel, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, explique que il importe de réitérer que notre désaccord a toujours été avec le gouvernement fédéral et non pas avec les Premières Nations et les Inuits. En pratique, reste à voir si les travaux vont avancer dans le même sens. Shushan Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Ottawa. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelles au pluriel @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelles au pluriel aptn en un mot et sur X @nouvelles au pluriel aptn. En décembre, un juge de la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif au nom des survivants des écoles du jour qui ont fréquenté des établissements gérés par les provinces. Les victimes affirment avoir subi des abus physiques, psychologiques et sexuels de la part d'enseignants, d'administrateurs et d'employés. Ceux qui ont fréquenté ces écoles espèrent que justice sera faite. Maricela Amador est allée à la rencontre de ces victimes. Bien, c'est là qu'on était toutes
en position karaté, là, qui appelle en punition. Adrienne Jérôme, ancienne chef du Lac-Simon, était une petite fille lorsqu'elle a fréquenté une école de jour sur la réserve. L'école existe encore aujourd'hui. Cela lui rappelle constamment les abus qu'elle a subis pendant des années. Quand j'étais plus petite, là, je tremblais, là. Il fallait être comme dans l'armée. C'était pas tout droite, là. Tu te fais ramasser. Jérôme fait partie d'un recours collectif visant à obtenir une indemnisation pour les survivants qui allèguent que les abus étaient monnaie courante dans les écoles de jour au Québec. Fallait que tu dises oui, ou bien non. Si tu dis oui, tu te faisais ramasser. Juste des petits mots de même. T'imagines-tu, personne ne voulait parler, personne ne voulait rien dire en Algonquin. Puis c'était notre seule langue. Son expérience fait écho à celle de nombreux autres survivants de Lac-Simon qui ont maintenant décidé de raconter leur histoire. Il passait son temps à tirer les oreilles. On nous tirait par les cheveux. Il nous tournait tout le temps les oreilles. Même il nous pinçait avec des élastiques. Les survivants ont raconté que les abus ont commencé lorsqu'ils fréquentaient l'école de Louis-Court, située à quelques kilomètres de la communauté. Et nous autres, on nous frappait à l'école avec ces règles-là. Les règles étaient en bois en plus. T'as assez peur. Ça, c'est où les enfants de Kitsaki qui étaient gardés là, pour l'école. Là. L'école de jour a ensuite été relocalisée au Lac-Simon. Aujourd'hui, elle s'appelle l'école à Miigwech. Dès l'âge de 8 ans qu'ils ont commencé à nous faire des choses comme la violence physique, verbale ou psychologique. Parce qu'on nous traitait comme des enfants sauvages sans pas de cervelle. Mais je vais dire aujourd'hui quand même ce que j'ai subi d'elle. Il a touché une partie de mon sexe. Papati, comme les autres, explique que les abus étaient si graves que beaucoup d'enfants se comportaient mal, délibérément, pour éviter d'aller à l'école. Il m'a amené dans un coin en me mettant en punition parce que j'ai pas écouté. Je voulais pas aller à l'école. Je voulais rien savoir de l'école parce qu'on subissait des choses. Il me mettait en punition de karaté dans un coin avec des roches aux genoux pour que je comprenne à sa façon. Certains enfants en sont venus à sniffer du gaz pour tenir le coup. Jérôme dit qu'elle est devenue violente. J'étais devenue dangereuse. Je suis venue délinquante. Les filles me battaient. J'ai frappé une fille avec une roche dans sa face. On a commencé, nous autres, à vandaliser l'école. Puis là, il y avait plein de sang. Tout le monde me tirait les cheveux. Les survivants ont déclaré que des enfants non autochtones fréquentaient également l'école. On ne voulait plus rien savoir des Blancs. Ils ont expliqué que ces enfants malmenaient les élèves Anishinaabe au point de les battre. C'était juste nous autres, là, les Algonquins, qu'on se faisait toujours frapper. Ils nous traitaient de caouche à tous les jours. L'école a fini par fermer pendant un certain temps, après avoir été complètement saccagée par certains des enfants. On cherchait un moyen pour que ça ferme. Malheureusement, à la suite de cet incident, les survivants ont été transférés dans le sous-sol de l'église, où les abus se sont poursuivis. Le prêtre qui nous faisait subir toutes les caresses ou bien les frottements avec sa barre, tout ça, puis ça a resté gravé entre nous. Après avoir quitté les écoles de jour, de nombreux survivants se sont réfugiés dans la consommation d'abus d'alcool et des drogues, afin d'oublier leur traumatisme. Pourquoi je ne vais plus à l'école? C'est à cause de ça. Je peux retourner à l'école après. Ils n'ont jamais terminé leurs études secondaires. Selon Papati, le recours collectif est un pas dans la bonne direction. Je trouve que c'est bien parce que ça va péter une bulle, une guérison, le cheminement qu'on va faire, nous autres, les survivants. Mais cela n'effacera jamais les blessures invisibles laissées par ces écoles. Le gouvernement, il pense tout le temps qu'ils vont l'oublier, on va donner l'argent. Non, c'est pas ça. Nous autres, on a été comme une jeunesse qui a été comme traumatisée. Mon fils, c'est comme une jeunesse comme... On dirait qu'on a scrappé aussi, là. Mais l'autre génération, là, on est en train de le scraper, là, aussi, là. Puis il faut se relever, là, tout de suite, là. Dans une déclaration écrite, Dion Schulz, un cabinet montréalais représentant les survivants, a déclaré que le recours a donc officiellement passé la première étape, sauf potentiellement en ce qui concerne un des centres de services scolaires.
Il s'agit du Centre de services scolaires de la baie James, qui tente de faire appel de la portion de la décision qui autorise l'exercice de l'action collective à son égard. La Cour d'appel entendra sa demande pour permission d'appeler le 15 février prochain. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Lac-Simon. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro affiché à l'écran ou visitez leur site Web. Après la pause, une Première Nation en Ontario ayant un avis d'ébullition depuis 30 ans déjà. Soyez là. Bienvenue. L'expédition des Premières Nations 2024 s'est terminée samedi dans la région de Québec. L'arrêt final s'est effectué au site Meshkenou à Saint-Tite-des-Caps plus tard que prévu, soit à 22 heures. Selon l'organisation, le bilan est surprenant et positif, malgré que 5 participants n'ont pas complété le trajet pour des raisons de santé et de bris mécaniques. Un gala de reconnaissance est prévu à la mi-mai dans la ville de La Tuque. Reste à savoir s'il y aura une 3e édition. Au Manitoba, la protectrice des enfants et des jeunes a publié son rapport annuel de la conformité du gouvernement. Certaines recommandations concernant les droits des enfants ont progressé, tandis que d'autres n'ont pas bougé depuis des années. Voici un reportage de Sav Jonza. Comment le gouvernement du Manitoba assure-t-il les droits des enfants dans la province? C'est une question à laquelle a répondu un nouveau rapport de conformité publié récemment par la protectrice des enfants et des jeunes du Manitoba, en anglais connu sous le nom de MACY, pour Manitoba Advocate for Children and Youth. Ce rapport examine les progrès réalisés par le gouvernement provincial dans la mise en œuvre des recommandations formulées par le protecteur des enfants et des jeunes au Manitoba depuis 2018. Ces recommandations mettent l'accent sur la façon dont les services publics provinciaux peuvent améliorer la vie des enfants. Since the Advocate for Children and Youth Act came into force in 2018, MACY has released 12 special reports in which a total of 80 recommendations have been issued to address pressing children's rights concerns in Manitoba. Les recommandations portent sur des domaines comme l'éducation, la santé mentale et la justice. La protectrice des enfants et des jeunes du Manitoba, Sherry Gott, a déclaré avoir observé des résultats encourageants cette année. We found that overall compliance with recommendations has improved since the last monitoring cycle and generally over the last 4 years. 32% of the recommendations that have been assessed are now fully complete. 75% of the recommendations now have a positive or mid-level assessment, which is an increase of 15% from last year. 98.5% of the recommendations now have demonstrated actions toward their implementation. Bien que des progrès aient été réalisés, Gott affirme qu'il reste encore beaucoup à faire. Elle dit que 48 % de toutes les recommandations évaluées pour la 2e, la 3e ou la 4e fois n'ont enregistré aucun progrès. Ces recommandations comprennent la création d'un centre résidentiel de traitement de la santé mentale à long terme pour les jeunes, l'élaboration d'initiatives d'éducation antiracistes dans les écoles et des recommandations pour les services aux personnes handicapées. Avec l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement provincial néo-démocrate après la période d'évaluation, Gott dit que seul le temps dira comment le tout se comparera à la conformité du gouvernement précédent. There is hope. There is hope. I must say that. As you know, that our office is an independent, non-partisan office. I think we are focused on moving forward in a good way. While it's too early to review the progress of the current government, we look forward to working with them in a collaborative manner. Un reportage par Sav Jonza, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Près de 3 décennies plus tard, elle est connue comme étant la Première Nation à avoir le plus long avis d'ébullition de l'eau au Canada. Tout récemment, le chef de la Première Nation Niskandaga, Chris Monias, a rencontré la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, pour discuter des solutions visant à mettre fin à cet avis vieux de 29 ans. Les deux parties travaillent actuellement à l'élaboration d'un plan en 12 points visant à assurer la salubrité de l'eau potable dans toutes les résidences de la communauté du nord de l'Ontario. Les deux parties conviennent qu'une nouvelle usine de traitement de l'eau sera nécessaire pour fournir une eau potable salubre et durable.
Le chef Muñoz dit qu'il est prudemment optimiste et que les choses avancent dans la bonne direction, mais qu'il demeure aussi sceptique. Back in 2017, I believe it was, or 16, we were told by then Minister Bennett that, we're going to have clean drinking water by 2018 when they announced the upgrade of our current water system. And this hasn't worked for the upgrade hasn't worked. That hasn't produced clean drinking water to the taps. Quelques artistes autochtones sont en tournée avec un groupe appelé Sultans of String. La tournée s'intitule Walking Through the Fire, comme l'album qui l'accompagne. Les artistes se préparent pour un spectacle unique prévu le mois prochain. Un reportage d'Annette Francis. Vous entendez un extrait de The Rez, une chanson de l'album Walking Through the Fire. Il s'agit également d'un spectacle collaboratif en réponse aux 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Selon le leader des Sultans of the String, Chris McCool, l'idée est partie d'une suggestion. We had recorded an album called The Refuge Project, which honored the incredible contributions of new immigrants and refugees to Canada. But the first song on that album was actually The Power of the Land. It's a poem by Duke Redbird that we set to music. It was almost like a land acknowledgement for the album. And then when that show was winding down, Duke said to me, "So Chris, when are you going to do for awareness of Indigenous issues what you've done for awareness of refugees and new immigrant issues?" And of course, that was a very direct call to action. La collaboration fait appel à des musiciens autochtones primés comme Crystal Shawanda, Shannon Thunderbird et Mark Merolainen, aussi connus sous le nom de Nadijwan. Ils ont également créé un album qui a été lancé en septembre dernier. Mark Merolainen affirme que le fait de participer à l'album et à la tournée est une occasion incroyable pour les artistes autochtones. It's been great because we've been on this amazing tour, and some of these audiences and venues we may not have been able to, been booked in before. So hopefully this tour, exposes the wonderful music that we have to offer, and we start playing some of these venues as well in the future. And should we inspire someone to learn more about topics that we're covering in the music, then that's great too. La tournée Walking Through the Fire se poursuit cette semaine. Well, we start this Friday in Ottawa, Kingston, Brampton, Guelph, and then Scarborough on the 2nd. That's going to be with the Cathedral Bluffs Symphony. And that's actually going to be a world premiere because we have performed this show, Walking Through the Fire, with some string symphonies, having 30-plus string musicians on stage, violin, viola, cello, bass. But on February 2nd, we're going to have everything else. Vous pouvez vous procurer des billets ainsi que l'album en ligne à sultansofthestring.com. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Au retour, Cindy Wild, professeure de l'Université d'Ottawa, et son micro-programme sur la loi C-82. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous rencontrons Cindy Wild, professeure de l'Université d'Ottawa, présentant un nouveau micro-programme qui sera offert à l'automne 2024, en lien avec la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La voici. Kwe Cindy Wild, bienvenue à Nouvelles nationales d'APTN. Merci. Kwe Shushan. On est à l'Université d'Ottawa en ce moment. Micro-programme va être lancé pour l'automne prochain. Programme se nommant Développement enfants et familles autochtones. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. En fait, à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa, il y a quelques années, on a entrepris
un plan stratégique pour décoloniser nos façons de faire, le cursus scolaire, nos méthodes d'enseignement et tout ça. Et de là est devenu réalité ce micro-programme-là qui se veut, dans le fond, un outil pour permettre aux futurs intervenants qui vont travailler dans les organisations autochtones en vertu de la loi C-92 de bien intervenir, dans le fond, et d'être bien outillés pour faire face aux réalités qui sont propres aux Premières Nations. Puis la décision d'aujourd'hui à la Cour suprême, grosse décision, ça vient affecter votre micro-programme. Oui, mais vraiment dans un sens positif. Ça donne toute l'essence qu'il nous faut, dans le fond, pour le mettre en vigueur, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher surtout des intervenants de Premières Nations. Donc, on se dit que ce micro-programme-là, dans le fond, il a été élaboré à l'aide de partenaires autochtones. On a fait une grande consultation. On est allé voir des intervenants impliqués dans le milieu, des dirigeants. On leur a demandé, en fait, ce qu'ils avaient besoin. Et cette formation-là, c'est vraiment comme manifesté comme étant un besoin présent, évidemment. Mais ils nous ont aussi conseillé sur les thèmes envisagés, les façons d'élaborer nos cours. Par exemple, on sait que l'étudiant typique autochtone est souvent parent des responsabilités familiales. Donc, par exemple, nos cours vont être donnés les soirs, les fins de semaine, dans des heures atypiques un peu. Il va y avoir de la formation en ligne aussi. Ça a été une demande qui a été manifestée. Et une rencontre, par exemple, moi, comme professeur, je pourrais aller donner un cours en territoire. C'est quelque chose de possible. Et il va y avoir des professeurs autochtones, évidemment. Et dans le cas qu'on a nos professeurs, nous, de l'École de travail social, il va y avoir du co-enseignement, soit avec des aînés, gardiens du savoir, des intervenants impliqués dans le domaine. Et on a une belle réponse de nos partenaires qui sont intéressés à s'impliquer avec nous. Donc, ça va être vraiment bien. Les candidatures, à qui s'adressent ces candidatures? Vous faites un appel de candidature en ce moment. Bien, c'est sûr, moi, je suis une Première Nation. Donc, l'élaboration de la loi C-92 a été faite par nous, pour nous. C'est sûr que mon grand rêve, c'est que ce soit plein d'étudiants des Premières Nations qui viennent s'abreuver un peu et qu'on puisse, par notre formation, fournir un peu la main-d'œuvre qui est nécessaire pour une bonne mise en œuvre de cette loi-là. Donc, oui, Premières Nations, intervenants qui sont intéressés. Dans le fond, on ouvre ce cours-là à partir d'un secondaire 5. Quand quelqu'un, son secondaire 5, peut directement s'en venir ici et venir chercher ce micro-programme-là de 9 cours. On axe tout ça sur l'intervention. Il y a un cours qui est vraiment propre à la C-92, une session complète, qu'on décortique la loi, les responsabilités que ça évoque, qu'est-ce que ça donne aussi comme imputabilité aux Premières Nations, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que les Premières Nations veulent comme intervenants. Hein? Il y a une lunette qui est différente. Donc, toutes les conceptions du monde autochtone et tout ça, on les voit. Fait que ça, c'est un premier micro-programme. On aimerait vraiment comme que ça aille un petit peu plus loin, avoir une deuxième phase, un deuxième micro-programme au niveau des pratiques, hein, des stages pratiques en milieu, en territoire autochtone. Ça serait aussi dans notre mire. Puis, l'autre question que j'aimerais te poser, comment as-tu pris la nouvelle d'aujourd'hui? Avec joie. C'est un moment historique. Je pense que, comme toute Première Nation pays, j'étais assez nerveuse depuis hier, surtout nous, avec le lien avec notre micro-programme, mais parce que je suis une maman, j'ai des enfants, parce que je connais trop de gens qui ont été touchés par les lois actuelles. Donc, cette fameuse autodétermination-là qu'on revendique, c'est un premier pas réel et j'espère que ça va ouvrir la porte vers d'autres voies. Par exemple, on a une surreprésentation carcérale de nos frères et sœurs autochtones, donc pourquoi pas? Pourquoi pas que ça serait un premier pas puis on pense vers autre chose? Donc, c'est un moment de joie. C'est à célébrer. Miigwech, Cindy White. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yame Wenusich.